Crystal clear, comme on dit. Alors, vous allez l'entendre, on parle beaucoup depuis ce matin, mais en général d'attractivité ou de marketing territorial. Mais à l'heure, de la sobriété heureuse, puisque vous le savez, cette question des ressources est absolument centrale. Il faut peut-être nous reposer 2 minutes la question de ces notions. Et pour cela, c'est Laura Carmousse qui va nous éclairer. Ah! Moi, je trouve que c'est hyper ressemblant, Jacques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les énergies créatrices d'emplois gravitent autour des métropoles en cherchant à se poser. Là, c'est un nuage de graphistes volants autour de la halle tropisme. C'est effectivement ça. Peut-être qu'ils vont réussir à se poser et à boire une bière. Une petite IPA locale. Laura, comment ça va? Ben, ça va très bien. On est bien là? On parle de collectif, de recherche publique et entreprise. Ouais. C'est un peu l'endroit rêvé du coup. Ouais. Après, c'est juste qu'il faut délivrer. On en a parlé, il y a un moment, il va falloir entrer en action. C'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Laura, vous êtes directrice adjointe de la chaire attractivité d'Aix-Marseille, maître de conférence en sciences de gestion. Alors, l'attractivité, c'est toutes les sauces, partout, tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'attractivité territoriale ? Alors, l'attractivité territoriale, effectivement, c'est un mot à la mode, qui séduit les politiques, les managers, aussi les chercheurs. Attractivité territoriale, marketing territorial, bon, là-dedans, moi, je ne m'y retrouve pas. Alors, pour donner une petite définition, l'attractivité, double dimension d'attractivité. D'une part, c'est la capacité d'un territoire à attirer des ressources temporaires, durables, on vous a donné de multiples exemples, pour favoriser un développement exogène. Mais pas que, il y a l'autre part. L'autre part, c'est la capacité, cette fois-ci, du territoire à mettre en synergie ses ressources pour favoriser ce qu'on peut appeler l'ancrage, la qualité de vie et donc le développement endogène. Et on le verra, l'équilibre entre les deux, il est essentiel. Le marketing territorial, ça s'envisage plutôt comme une démarche méthodologique qui va permettre de créer, communiquer, capter, délivrer de la valeur pour les parties prenantes du territoire et par ces parties prenantes. C'est pour ça que le collectif est important. C'est pour ça que le collectif est important. Vous avez justement travaillé en collectif pour faire en sorte de faire émerger un peu, qu'est-ce que ça veut dire? À l'heure de la rareté, à l'heure où on se pose la question des ressources, on ne peut plus réfléchir comme avant, il faut se reposer aussi ces questions-là. Et donc, vous avez travaillé en collectif pour poser un manifeste. Exactement, donc je suis rattachée à la chaire Attractivité Nouveau Marketing Territorial et on a co-construit un manifeste avec les 30 territoires fondateurs et partenaires, justement pour présenter, dessiner cette attractivité, ce marketing territorial à l'aune de quelques principes relativement simples, vous les voyez là à l'écran. L'équilibre, le culturel, le sur-mesure, le collectif, le transversal et la politique managériale. Et on va justement s'y plonger. Laura, on y va ? On y va. Alors, l'attractivité équilibrée. Attractivité équilibrée. J'ai essayé de prendre des exemples internationaux pour montrer que Montpellier est dans la place. Et donc, s'inspire de tout ça. Montpellier est dans la place. Donc, si on attire trop de ressources, que ce soit des touristes, des résidents ou certains types d'entreprises, on peut avoir un déséquilibre. Ce qu'on peut donner comme exemple, c'est l'essor du surtourisme. Et pour créer cet équilibre, c'est important parce que on doit avoir la qualité de vie qui reste un facteur clé de succès dans la volonté de rester sur un territoire. Faire venir, c'est bien, mais une fois qu'on est venu, il faut qu'on reste. Fidélisation. Pour avoir un petit clin d'œil aux entreprises. Donc, ce phénomène de surtourisme, dont Amsterdam, là je donne l'exemple, Venise, vous en avez d'autres, Barcelone, pour y faire face, Amsterdam en 2018, on avait l'agence qui s'appelait Amsterdam Marketing, qui est devenue Amsterdam & Partners et qui a repositionné ses actions en faveur de la recherche, la promotion, mais aussi des services à destination des habitants. Vous voyez, avec une maison de l'hospitalité. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas juste rebrandé, changé juste de nom. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier qui a fait qu'il s'est passé quelque chose ? Alors, ça me permet de boucler avec ce que je disais aussi tout à l'heure sur le marketing territorial. Il ne faut pas confondre les démarches avec uniquement des démarches de marketing commercial ou de marque. La démarche de marque,
elle est importante parce que elle va permettre de poser un diagnostic. On a vu les éléments exposés par Marc, de réfléchir aux valeurs portées par le territoire, à cette mise en synergie, à cette symbiose également. Et la marque, ce n'est pas que le logo, le slogan, l'identité visuelle, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et Amsterdam a réfléchi également à justement comment on peut retravailler cette image. Ils ont gardé leur marque célèbre à Amsterdam, mais surtout sont repositionnés en termes de service, être proche de ceux qui vivent sur le territoire, les habitants, de quoi ils ont besoin. Et faciliter justement l'éclatement des flux touristiques pour venir aussi sur l'ensemble du territoire et générer une qualité de vie. Ouais, ce qui veut dire que du coup, il y a eu aussi une inversion des valeurs. Voilà, l'idée c'est pas juste d'attirer, mais de faire aussi avec les habitants, avec les résidents. Et ça, c'est ce cadre-vie-là qui permet une attractivité. Voilà, c'est les créatifs dont nous parlait Jacques peut-être aussi tout à l'heure. Et si on continue, Laura, il y a le deuxième principe, c'est cette dimension culturelle. Oui, alors culturelle, sur mesure, l'attractivité, elle ne peut être que contingente, encore un synonyme. Pourquoi ? Parce que un territoire, on peut pas le changer. Si on est un territoire de montagne, un territoire en bord de littoral, on n'aura pas les mêmes besoins, on jouera pas sur les mêmes atouts. Et donc, si on veut faire un projet de développement territorial, cela ne peut que reposer sur une mise en synergie des acteurs, des ressources, vers un projet, une vision. Inde nous en a parlé tout à l'heure, on en saura plus après avec l'intervention du maire-président. Mais cette vision, c'est embarquer les acteurs du territoire vers un projet commun qui s'appuie sur le socle géographique, patrimonial, culturel, du territoire en fonction de ses spécificités. Moi, je suis de Marseille, donc la métropole Aix-Marseille-Provence. On n'a pas nécessairement besoin d'attirer aujourd'hui plus de touristes. Non, ça suffit. Voilà. On peut les attirer différemment, les répartir un peu sur territoire, ça c'est intéressant. Penser à un tourisme de micro-aventure, plus vert, pour correspondre aux besoins aussi des jeunes, ok ? Mais ce qui implique en fait de changer aussi de paradigme, sortir de l'idée de saisonnalité, sortir de l'idée de... Mais c'est ce que la montagne aussi est en train de complètement remettre en question. Mais là, clairement, qu'est-ce que ça veut dire dans cette stratégie de mise en récit ? Comment on se raconte autrement quand tout le monde nous a toujours connus comme... Ici, c'est la plage et les mauresques. Alors... Marseille. Comment on se raconte autrement ? Je peux vous donner l'exemple, un exemple intéressant, celui de la Tasmanie, donc qui souffrait un peu de Tasmanie qui est une île, une grande île au sud de l'Australie, du côté Melbourne. C'est ça, elle souffrait de cette image-là, d'écrasement du fameux Big is Beautiful, évoqué par notre collègue précédemment. Et donc l'idée, ça a été de réfléchir à une démarche, alors un grand diagnostic avec 400 interviews auprès des habitants, mais également des entreprises, des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Pour identifier les besoins des habitants. Et en fait, la solidarité et le courage des habitants, ils ont été transformés en une ressource identitaire pour rendre fiers les Tasmaniens avec cette marque Brand Tasmania et surtout une plateforme de mise en récit tasmanienne qui permet à chacun de se raconter pourquoi on est venu s'installer en Tasmanie pour faire du vin avec des ressources bio, des nouveaux process, ou monter une compagnie de cirque. Là, c'est les deux petits exemples qu'on a. Alors, il y a la dimension aussi d'attractivité collective, cette dimension transversale. Alors, ça, je pense que c'est un vrai point positif là que de voir la salle remplie par des acteurs publics, privés du territoire, parce que le collectif, c'est vraiment le facteur clé de succès. On ne peut pas lancer un projet de développement ou d'attractivité, on peut l'appeler comme on veut, sans se reposer sur les acteurs du territoire et sans s'assurer de la co-création de valeur et de l'acceptabilité des démarches qui sont portées. C'est essentiel. On l'a vu, beaucoup de projets de territoire parfois être arrêtés net ou capotés parce qu'il n'y avait pas d'adhésion locale. Et donc il faut consulter, travailler avec tout au long du process. Que ce soit lors de la phase de diagnostic, là Marc nous en a parlé, mais aussi lors de l'expression de la vision, lors de la mise en œuvre et lors de l'évaluation. Ça c'est une clé aujourd'hui, la réflexion sur l'impact, l'évaluation de l'impact. Là aussi, on ne peut pas évaluer la collectivité, que ce soit la métropole, la région, on ne peut pas évaluer toute seule sa démarche.
Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que on est aussi dans un changement de méthode. On embarque tout le monde, ou alors ça marche pas. Clairement, cette dimension, et on l'entendait tout à l'heure, et c'était Emmanuel qui nous le posait. Il faut arrêter avec cette verticalité. On arrête les silos. Si je puis me permettre une image, on navigue tous dans la même piscine. Va falloir faire sauter les lignes d'eau et faire en sorte de construire ensemble. Bien sûr. Après, on l'a vu avec la crise de la Covid, quand parfois on a des crises comme ça brutales, on doit gouverner, c'est choisir, hein, c'est avancer, c'est mener sa barque. Voilà, il faut savoir aussi poser la juste mesure. Mais on ne peut que faire ensemble, surtout si c'est pour un projet de territoire. C'est l'exemple de Mississauga, si j'ai le temps de le présenter rapidement. Ouais. Hein. Donc métropole canadienne qui vit dans la région qui se situe dans la région de l'Ontario et qui vivait dans l'ombre de Toronto. En 2010, ils se rendent compte que en 35 ans, ils ont perdu 200 000 habitants. Donc, comment faire? Eh ben, ils initient là aussi une stratégie de basculement d'image qui va reposer, toujours comme pour la Tasmanie, sur la fierté des habitants. Qu'est-ce qui fait que Mississauga peut à nouveau attirer des habitants et aussi quelles sont les valeurs de ce territoire, quelles sont les qualités. Et donc on a une culture ouverte sur le monde, une richesse naturelle parce qu'on est proche de la région des Grands Lacs avec des grands espaces naturels et beaucoup d'opportunités, qu'elles soient économiques et familiales. Et ce qui est intéressant, c'est que en 2022, on a une poursuite de cette démarche de marque qui s'oriente vers une marque employeur territoriale. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Marc sur le besoin de recrutement. Alors on est sur une rareté cette fois-ci des ressources humaines et comment on donne envie aux gens cette fois-ci d'avoir envie de venir travailler à Mississauga et de vivre à Mississauga. Et donc ils ont réussi ça. Dernier point, une attractivité adossée à une gouvernance politique et managériale. On boucle ça en une petite minute. Oui. Eh bien, il n'y a que le couple élu-manager qui peut permettre à ces démarches de vivre. Si le projet il n'est pas politisé, il n'est pas impulsé, incarné par l'élu, ça marche pas. S'il est trop politisé, le risque c'est que la démarche elle meurt avec l'élu. Okay. Donc il faut travailler ensemble. On parle beaucoup d'innovation technologique. Alors, moi je suis prof en sciences de gestion, donc je vais plutôt être sur l'innovation managériale ou ce qu'on peut appeler l'innovation sociale, augmenter l'autonomie et la capacité d'agir, que ce soit des salariés, des habitants. Et donc réinventer des modes de gouvernance plus transversaux. Vous avez là une petite typologie. Peut-être, voilà, si vous voulez creuser, peut-être les supports seront diffusés ou aller sur le site de la chaire. Et exactement. Il y a le site de la chaire. Prenez-le en photo. Si on pouvait passer, je crois que c'est toi qui as le truc de la slide. Super. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver le manifeste et tous ces éléments évidemment et approfondir. Merci Laura. Merci. On aura l'occasion de toute façon tout à l'heure d'approfondir si nécessaire.